3, 2, 1. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vesper. Parce que l'appropriation de l'IA, ce n'est pas juste une histoire d'apprentissage, c'est un vrai révélateur de soi-même. Parfois, ça ne prend pas, on ne comprend pas, c'est une question de technique, de bons outils, de bons prompts. Mais derrière ça, il y a un monde plus émotionnel qu'on sous-estime. Et si le vrai sujet de l'IA, c'était la posture ? C'est un terrain que tu connais bien, Bénédicte. À travers ton rôle de formatrice, tu vois passer chaque jour ces freins intérieurs. La peur de mal faire, de perdre la main, de se tromper, juste de ne pas comprendre. Tu dis que l'appropriation de l'IA est à la fois explosive et poussive. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, je parle de l'IA dans l'entreprise. Ok. Elle est explosive dans le sens où les IA sont des outils très inédits dans l'histoire des créations humaines. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, le taux d'appropriation par les humains est énorme. Bon, on en parle partout et beaucoup de gens ont essayé et beaucoup de gens font avec, mais de façon très très rapide. Donc quand ça, c'est explosif, c'est très atypique déjà qu'il y ait aussi autant de monde qui s'approprie l'IA aussi vite. Et en même temps, moi, ce que je vois dans les entreprises, c'est qu'il y a encore plein de gens qui n'ont jamais ouvert une IA. Okay. Il y a plein de gens qui ont testé et qui ont arrêté. Et quand je dis plein, c'est que là, tu vois, au printemps 2025, j'ai toujours dans mes groupes 50% de non-utilisateurs. Ok, qui ne sont jamais allés sur quelconque appli. Ou ont essayé une fois. Souvent, ce que j'entends, j'ai essayé une fois, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, j'y suis pas retournée, il n'y a pas eu de waouh, il n'y a pas eu de... Voilà, donc sans plus. Et donc ces 50%, c'est vrai chez les salariés, c'est vrai chez les dirigeants. Le seul endroit où c'est pas vrai, c'est avec les étudiants, où là, on a vraiment 100% d'usage chez tous les étudiants. Mais dans les entreprises, c'est vraiment encore poussif, parce que même les gens qui utilisent un peu, il y a beaucoup de gens qui sont dans le un peu. Et moi, je me dis, quand tu es dans le un peu, c'est donc pas devenu un compagnon réflexe de ton quotidien. Et c'est probablement parce que tu n'as pas su en tirer un bon profit, si tu y vas que un peu, en fait. Et est-ce que tu crois qu'il y a du non-dit, du non-assumé ? C'est-à-dire qu'en entreprise, on n'ose pas dire qu'on utilise un peu l'IA par peur de dévaloriser son travail ou montrer que finalement, peut-être la machine peut prendre notre place. C'est même ce qui caractérise l'IA dans les entreprises. C'est un non-sujet. Voilà. Donc, les gens utilisent l'IA chez eux pour programmer leurs vacances, pour faire un plan d'entraînement pour le prochain trail, pour trouver des recettes de cuisine. L'IA est bien rentrée dans les foyers personnellement, en fait. Et assumée. Et c'est pas du tout le cas en entreprise. Non pas qu'elle soit pas rentrée, mais ceux qui rentrent avec l'IA ne le disent pas à leur N+1. C'est ce qu'on appelle le shadow IA, donc l'IA clandestine. Et c'est comme ça que l'IA rentre. Et d'ailleurs, les dirigeants sont assez drôles parce qu'ils me disent toujours « chez moi, personne n'utilise l'IA » ou « très peu de monde » ou « ah si, je crois voir qui utilise l'IA ». Et c'est pour ça, moi, avant les formations, on fait toujours une petite photo, une photographie des équipes en disant qui utilise, qui fait quoi avec l'IA. Pour peu que les gens acceptent de dire réellement les choses, les dirigeants sont toujours surpris par le nombre d'utilisateurs, en bien. Voilà, c'est plus que ce qu'ils imaginaient. Et pour autant, c'est toujours pas un usage de tout le monde, et c'est pas du tout un usage quotidien. Voilà. Donc si c'est pas la technique en soi forcément qui bloque, parce qu'on peut aller assez facilement chatouiller ChatGPT, c'est plutôt nos émotions. Ça veut dire que l'IA réveille quelque chose chez nous, dans notre posture. Ça fait appel à quoi ? En fait, je pense que l'IA, déjà, elle arrive dans un moment de l'histoire qui est un petit peu anxiogène, parce qu'elle arrive à un moment où il y a des questions écologiques, il y a des sujets politiques, il y a des sujets économiques, il y a des sujets sociaux importants, et l'IA est souvent perçue comme le truc en plus, quoi. Et on est déjà tellement sollicité dans notre agilité au changement, là, en ce moment, parce que le monde bouge plus vite qu'il ne bougeait avant, que l'IA vient donner la couche de plus. Ouais, et donc, un accélérateur encore plus enflammé. Et les gens qui sont déjà un peu, et quand je dis les gens, je me mets dedans, on est un peu à la peine de l'absorption de ces changements, même ne serait-ce que pour les comprendre, tu vois, pour en
prendre acte, se dire putain, il va falloir que je me fade en plus l'IA par-dessus, qui débarque un peu sans prévenir. En plus, on ne s'est pas préparé au truc. L'écologie, pour peu qu'on veuille l'entendre, depuis 30 ans, on savait que ça nous pendait sur la tête. Là, l'IA, ça débarque dans le truc et ça vient nous chatouiller sur notre capacité à gérer ce changement, je pense, sur notre capacité à gérer nos compétences, notre confiance en tant qu'humain. Et ça vient aussi nous bousculer par son nom dans notre intelligence. Un sujet où on se pensait un petit peu les rois du pétrole à l'échelle planétaire. Et on a un petit deuil de notre ego humain à faire avec l'IA. Et ça fait un maelstrom d'émotions et tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens très optimistes de nature qui envisagent l'IA comme un enthousiasme, une possibilité de faire bien mieux et plus vite les bonnes choses. Et puis, tu as des gens plus anxieux qui sont dans des situations personnelles plus difficiles pour qui c'est le coup en trop, en fait. Et en tant que salarié, on peut pas, enfin, dirigeant aussi, on peut pas éviter la question quand même de se dire mais est-ce que demain l'IA sera pas à ma place, quoi. Donc on est quand même sur un fond émotionnel fort et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas expliquer aux gens comment prompter si on n'a pas un peu débunké qu'est-ce que tu ressens toi face à l'outil. Et moi je dis toujours aux gens ok, t'as peur ou t'as de la méfiance, c'est ok. C'est comme l'écologie, en fait. Si t'es pas inquiet, c'est que t'as pas vu le sujet. Donc, je trouve ça hyper naturel d'être inquiet de l'IA parce que personne ne sait écrire l'histoire aujourd'hui. Que tu sois optimiste ou pessimiste, c'est une option que tu poses sur l'avenir. Donc, on sait pas ce que ce sera. Mais en tout cas, il faut pas que la peur paralyse au point de pas s'intéresser au sujet. Je pense que c'est vraiment important de rester quand même dans la course, pas forcément de l'usage, mais au moins de la curiosité sur ce truc-là. Alors justement, toi, t'as formé 500 personnes depuis 18 mois, ton sujet de prédilection. On disait des codir, des salariés, des profils assez larges, des groupes métiers. Et tu as identifié des grandes postures face à l'IA. Il y a ceux qui n'y vont pas, on en parlait, la peur, la crainte. Il y a ceux qui ont essayé sans succès, qui ont refermé. Ceux qui plafonnent dans leurs usages parce que ils se sentent pas experts, mais ils arrivent quand même à sortir un peu leur épingle du jeu. Et puis, il y a ceux qui sont enthousiastes, mais qui se noient dans la techno. Parce qu'effectivement, des IA, aujourd'hui, il y a une proposition, un catalogue d'IA, et on se dit laquelle pour tel usage, pour tel rendu. Est-ce que tu peux nous identifier au moins ceux qui n'y vont pas et ceux qui se noient dans la techno par des exemples, qu'on comprenne bien un petit peu la posture, parce qu'on voit vraiment que c'est le champ actuel de positionnement. Alors, chez ceux qui n'y vont pas, moi, j'ai de la chance de tomber que face à des curieux qui ont quand même s'ils n'y étaient pas allés, ils font l'effort de venir en formation. Donc, ils ont envie quand même de comprendre. Donc, il y a toujours une curiosité derrière ces gens-là, mais j'imagine qu'il y a par ailleurs des gens qui en ont peur et qui n'ont pas la curiosité. Donc, ces gens-là, je ne les vois pas de fait. Mais chez ces gens-là, il y a souvent la peur d'un sujet trop techno. Les médias renvoient probablement l'idée que l'IA, c'est un sujet de techno fait par des grosses boîtes américaines, par des gens câblés de façon très scientifique, enfin voilà. Avec des éléments de langage un peu spécifiques. Donc on en parle soit sous l'angle de l'investissement, donc c'est des milliards de dollars, soit sous l'angle de l'innovation scientifique, algorithmique, etc. Donc ça fait flipper les gens. Ou du risque de données absorbées, volées. Et donc là, ça renvoie aussi à ce que chacun a dans son imaginaire face au mot intelligence artificielle. Si comme moi, ils ont lu de la science-fiction, ça finissait rarement bien en fait. Donc on a tous ces angoisses sous-jacentes-là. Et moi, ce que je vois en formation, c'est souvent des femmes. Il faut aussi se dire qu'il y a un petit biais de genre avec l'IA, c'est que les femmes s'approprient moins l'IA que les hommes en entreprise. Et souvent, l'expression, c'est de dire, avant la formation, dire « t'iras doucement parce que moi, la techno, j'y comprends rien ». En fait, il y a ce frein techno, ok. Et donc, je commence toujours par détendre ces personnes-là en leur disant « ça tombe bien, l'IA, c'est pas de la techno, c'est du langage. Donc, tu sais parler, tu sais écouter, tu vas fonctionner. » Déjà, là, tu dédramatises beaucoup, en fait. Exactement. Mais je pense que c'était la seule parole, en fait, que les gens ont besoin d'entendre. Les gens qui ont peur de l'IA, c'est est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être à la hauteur de ce truc qui a l'air tellement intelligent, tu vois. Donc derrière, tu as une peur de confiance en soi, de compétence vis-à-vis de la techno. Et puis chez les femmes et chez d'autres personnes, c'est l'idée qu'on va tricher avec l'IA. C'est de la triche. Tu sais, les femmes, elles construisent leur
sens au travail sur la compétence. Je sais faire, je maîtrise mon sujet, voilà. Là où les hommes, on sait, ils vont aussi valoriser le réseau et puis l'image d'eux-mêmes dans l'entreprise, etc. Les femmes, elles sont vachement focus sur ma compétence. Et du coup, faire par l'IA un truc qui est mon identité dans le travail, ce qui me donne du sens, ce qui me fait lever le matin aussi d'ailleurs, c'est beaucoup plus confrontant aussi. Et donc cette angoisse-là de mais est-ce que c'est de la triche si c'est plus moi qui le fais ou... Donc les gens n'ont pas la conscience que l'IA peut être un atout pour eux, un partenaire pour eux et renforce leurs compétences et ne vient pas en concurrence avec eux. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus classique que je croise en entreprise. Et puis de l'autre côté, comme tu dis, il y a aussi les gens qui sont éblouis par les avancées de l'IA. Et je dois dire, pour les gens curieux, moi, ça fait donc 35 ans que je fais du marketing et que je suis les évolutions technologiques, ça va à un rythme, en fait, qui est inhumain. Très clairement, c'est inhumain ce qu'il y a comme nouveauté tous les jours, toutes les semaines, etc. Il y a une baston tellement énorme entre les grands acteurs que ça impose un rythme d'innovation qui est inhumain à l'entendement d'un humain comme toi et moi. Donc notre absorption. Donc ça peut être à la fois une lumière que tu ne fais que regarder et tu veux être au taquet de tout ce qui est sorti, machin, mais quand tu mets ton énergie là, tu peux pas la mettre à j'expérimente, je fais avec les outils, je vois leurs limites très concrètes et je les transpose dans mon quotidien professionnel. Donc tu vois, c'est vraiment deux risques importants. Soit la lumière techno et puis en fait tu t'appauvris dans ton usage et dans ta pratique professionnelle quasiment. Et puis c'est vrai que c'est frustrant parce que tu mets en place un truc et dans 3 semaines peut-être, tu as un outil clé en main qui fait le truc mieux que ce que tu as pensé pendant plusieurs semaines. Donc c'est à la fois très enthousiasmant et très frustrant. Et ça, je pense qu'on va faire des burn-out de l'IA. Mais vraiment, parce que quand tu veux être curieux de l'IA, c'est trop. Donc il faut avoir cette énergie de retour au quotidien. C'est quoi mes tâches? C'est quoi la valeur que j'apporte à ma tâche, à ma fonction? Et comment l'IA vient me servir moi? Mais arrêtez de toujours regarder ce qui sort, ce qui change, voilà. Mais il faut le bon compromis. En entreprise, justement, c'est cette posture-là qui va être délicate parce qu'on attend de toi d'être toujours plus performante, savoir bien faire ton travail de base. Peut-être qu'aujourd'hui, un manager peut te dire, mais attends, ça, tu peux déléguer à l'IA, passe à autre chose. Il faut réussir à se positionner là-dedans. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est rarement quand c'est le manager qui dit que ça marche. C'est aussi un des trucs qui fait que l'IA n'explose pas dans l'entreprise, c'est qu'on sait aujourd'hui que les gens s'en emparent quand ça vient d'eux. Et pas quand c'est quelqu'un au-dessus qui a pensé que l'IA pourrait être bien pour eux. Parce que derrière l'usage de l'IA, il y a la relation au sens qu'on met dans son travail. Et autant, en fait, la grande différence entre l'IA et l'informatique ou les outils numériques avant, c'est que quand tu utilisais un logiciel, tu savais pourquoi tu l'utilisais. Et quand une entreprise met un ERP en place, elle va gérer le changement, ça va couiner pendant 3 mois, 6 mois, mais tout le monde va rentrer, va mettre le pied dans la chaussure du logiciel. Avec l'IA, c'est pile l'inverse. Tu peux possiblement utiliser l'IA pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc tu te retrouves face à toi là. Parce qu'il faut un petit effort de créativité pour se dire tout est possible, ou quasiment tout, mais encore faut-il savoir quelles sont les limites du tout. Et de se dire, mais moi, dans mon quotidien, et chacun a un poste très singulier, en fait, même à la même feuille de fonction, on va le faire, toi et moi, on va le faire différemment. Et donc, en fait, l'IA va pouvoir s'adapter à l'une ou à l'autre, mais il faut penser l'usage, en fait. Et c'est à nous d'inventer l'usage avec l'IA, et c'est là où les gens sont vachement désemparés. Et quand on leur impose l'usage, ça prend plutôt pas. Parce que c'est pas comme un logiciel, où une fois que c'est installé, tu n'as plus le choix, tu fais avec le logiciel A et plus avec le B. Là, c'est le truc en plus, c'est le bonus, machin. En tout cas, on est dans une période de l'histoire où c'est le truc en plus. On peut imaginer que demain, ce sera beaucoup plus cadré. C'est là où tu dis, il faut trouver sa sauce personnelle, en fait. Vraiment, ça t'expérimente, tu trouves ta sauce personnelle par rapport à un objectif que tu peux te fixer ou un point que tu veux améliorer, voir autrement, te challenger. Ouais, il faut être clair sur ses besoins, sur les missions que tu remplis, sur la valeur que tu apportes à ton poste et à l'entreprise et à tes clients. Et à partir de là, se dire aussi, il y a le besoin et il y a
mon envie et mon plaisir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se reconnecte à ça avec l'IA. Comment je peux continuer à trouver du sens à mon job si je me lève le matin parce que j'adore écrire, que dans mon poste de communication, c'est ce qui me fait briller l'œil, que d'inventer des messages, d'écrire des posts, etc. Si je te dis, ben non, tu vas plus le faire, ce truc-là, tu vas le sous-traiter à l'IA. Mais là, tu es en PLS, en fait, tu es en rupture de sens par rapport à ton rôle. Et en revanche, tu dis, OK, cette zone de plaisir, tu la gardes pour toi, tu peux la faire en partenariat avec l'IA, mais tu la gardes pour toi. Mais en revanche, tu vas enrichir, tu vas nourrir ton message, tu vas préparer le message avec l'IA, le creuser, le documenter, le rendre plus créatif, etc. Et tu gardes ton maillon de plaisir qui est celui de l'écriture. Et là, tu remets un peu de lumière dans le regard des gens. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué avec l'IA, c'est que il faut que chacun comprenne ce qui est possible de faire avec les outils, le projette dans son métier et conserve son équation de plaisir au travail. Là où il a du sens. Est-ce que tu as les postures parfois de personnes qui attendent de l'IA qu'elle devine, en fait, qu'elle devine ses besoins, presque comme une boule magique? Oui. Ça vient d'où, ça? Parce que c'est tellement... l'expérience que tu vas avoir avec une IA est tellement au-delà de ce que tu as imaginé que si tu tires un peu la ligne, tu dis en fait, oh putain, ça peut tout. Ça peut tout, elle sait tout mieux que moi, je lui demande donc tout. D'ailleurs, en formation, il y a souvent des gens qui prennent l'IA pour un agent secret, tu vois, qui posent des questions à l'IA qui sont pas sur Internet, enfin qui n'existent nulle part. Mais on a très vite fait d'imaginer l'IA toute puissante. Et c'est là où la formation est super intéressante parce que tu poses les limites, là où elle peut pas aller, et là où quand elle y va, elle va faire une connerie une fois sur deux, tu vois. Et donc là, ça ramène les gens dans la réalité, mais je pense que c'est effectivement un levier assez naturel de se dire « Waouh, elle peut tout, elle sait tout, elle voit tout. » Ouais. Bon, l'IA, ça s'apprend pas seulement avec des tutos, c'est vraiment avec soi-même, comme un révélateur silencieux. Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme objectif? C'est donc pas juste une affaire de prompt, mais bien de posture. Merci Bénédicte pour ton éclairage et à très vite pour poursuivre l'exploration de notre nouveau partenaire IA.